Bonjour à tous et bienvenue à ce numéro de Santé plurielle. Nous parlons aujourd'hui des droits des femmes. Nous sommes encore au mois de mars et vous savez que chaque année, le 8 mars est consacré à la Journée internationale des droits des femmes 2023. Le thème retenu pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Et en RDC, le thème a été adapté comme suit éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en RDC. Voilà le thème au niveau national. Nous, ici, dans le cadre de cette émission Santé plurielle, nous parlons également de la femme. Nous allons mettre l'accent sur la santé de la femme, ce droit sexuel et reproductif. Nous allons célébrer, parler de cette femme donneuse de vie. Et femme en tant que donneuse de vie, cela a des implications et c'est de ça que nous allons parler avec nos invités. Ils sont ou elles sont, parce que ce sont des femmes. Elles viennent toutes du programme national de la santé de la reproduction. Docteur Alice Njoka. Vous êtes médecin santé publique et directrice adjointe du PNSR, Programme national de la santé de la reproduction. Docteur Esther Monamundi, vous êtes de la division maternité à moindre risque, n'est-ce pas? Et docteur Alice Mboui du service planification familiale, toujours au sein du Programme national de la santé de la reproduction. En fait, c'est ce programme qui s'occupe de tout ce qui est, n'est-ce pas, santé sexuelle et reproductive de la femme. Docteur Njoka. Ok, merci bien pour la parole et merci de nous avoir reçus dans votre émission. En effet, comme vous l'avez dit, Madame la journaliste, nous célébrons la femme. Nous célébrons la femme non pas en une journée, nous la célébrons tout un mois, et ça c'est selon le monde. Mais nous la célébrons aussi toute une vie. Parce qu'elle est porteuse de vie, elle est donneuse de vie. Et effectivement, elle illumine partout où elle doit être. Nous parlons de cette femme-là. C'est celle que nous célébrons en ce mois de mars. Alors, sous notre thème femme donneuse de vie, mérite une bonne santé sexuelle et reproductive. Nous voulions juste faire comprendre aux gens que la femme n'est pas réduite seulement à porter la grossesse, devenir mère, rester à la maison et puis c'est fini. C'est une époque révolue, c'est une vision de la femme archaïque. Cette femme que nous voulons aujourd'hui a un parcours. Elle n'est pas née directement femme. Elle a été bébé. Elle a été fillette, elle a été adolescente, elle a été adulte, ensuite elle est devenue mère, elle est devenue une accouchée d'abord et ensuite une mère et puis elle a vieilli et toute cette phase-là de la vie de la femme sont marquées par des phénomènes physiologiques qui sont spécifiques à cette vie-là. Et les scientifiques disent à chaque phase-là, il y a des interventions qui sont préparées pour justement permettre à la femme non seulement de jouir de ce droit de manière générale, mais aussi de ce droit sexuel et reproductif conformément à chaque phase citée dans le cycle de la vie de cette femme-là. Alors vous comprendrez que l'adolescence a ses interventions par rapport à tout ce qu'elle vit comme phénomène physiologique, à tout ce qu'exige son état d'adolescence. Il faut bien préparer son terrain pour qu'elle ait une vie sexuelle et reproductive saine. Et la femme adulte qui n'est plus adolescente, elle a évolué un peu. Il y a des interventions liées, ce paquet d'interventions liées à cette partie-là. L'accouchée a ses interventions. La femme qui vient nouvellement d'accoucher de postpartum a ses interventions. Celle-là qui a accouché il y a très longtemps aussi a ses interventions. Et cette femme
comment ménopausée a aussi des interventions. Voilà, il y a des besoins justement attachés à chaque phase. Quels sont en fait les besoins de la femme qui sera demain donneuse de vie en tant qu'adolescente encore aujourd'hui? Le parcours, en fait, c'est comme Madame le directeur adjoint vient de le dire. Le parcours de cette femme qu'on voit aujourd'hui, il commence très loin. C'est depuis la petite enfance. Donc l'éducation, on a besoin de l'éducation. L'éducation, ça fait partie de la communication. Et cette éducation, c'est depuis la petite enfance, où elle doit déjà avoir certaines notions. On doit lui parler de ses organes. C'est ainsi qu'actuellement même dans le ministère de l'Éducation, et qui a travaillé conjointement avec le ministère de la Santé, on a ajouté le cours de l'éducation à la vie pour que les futures femmes ne découvrent pas, par exemple, je vais donner un exemple patent, quand je peux parler là même en lingala, moi si à moni, moi si nae, règle nae surtout qui a mais finalement ils nini. On a makila boya sutuki et na dialogue vraiment dialogue ezalaka na banda ko pensate entre bana na mais c'est ça justement le problème yango toyeli awa justement pour to kata batabu wana to sololaka aborder ba question wana parler comme la jeune fille on lui parle déjà à l'école dans l'éducation à la vie ba parents paix balobela kango na bandako. Donc il faut déjà parler de ça, parler aux jeunes filles de leurs organes sexuels, comment elles vont évoluer, les transformations qu'elles vont subir tout au long du processus. C'est pas des sujets faciles, hein. Voilà. Les parents eux-mêmes ont besoin d'avoir justement ces informations. Parfois, c'est eux, les parents, il n'y a pas seulement le fait que c'est des sujets tabous et tout, peut-être qu'eux-mêmes, ils ne disposent pas de l'information qu'ils doivent donner aux enfants. Exactement. La manière d'aborder aussi les sujets, parfois, comment le dire comment le dire, comment parler à ses enfants. Avec surtout dans notre culture bantou, c'est difficile, hein, il y a trop de tabous. Aller parler du sexe à l'enfant, c'est pas très délicat. Et généralement nous sommes toutes des femmes ici. C'est quand une jeune fille à l'adolescence, à l'âge de puberté, voit ses règles, c'est en ces moments-là qu'on commence à lui parler des règles. Par exemple, je me rappelle que tout ce qu'on m'a dit, écoute, quand tu vas voir ça chaque mois, et puis tu vas utiliser des serviettes et tout, mais attention, il ne faut pas être avec des garçons. Il ne faut pas être avec des garçons parce que dès que tu es avec des garçons, tu tombes enceinte. Je ne sais pas si l'information se limite à ça ou c'est ça la bonne manière de communiquer à une adolescente par rapport à ça. Ok, Madame Bibiche, merci. Je pense, comme vous venez de le constater vous-même, une information donnée comme telle est brute. Je pense qu'on n'a pas tout dit. Il faut que les parents, nous devenions capables de partager avec nos enfants en leur disant les choses selon leur nom. Dire attention avec les garçons, mais elle a ses frères à la maison. Est-ce quand il est avec ses frères à la maison, elle tombe enceinte? Non, il faut dire à la femme, voilà, à partir du moment où vous avez commencé à voir vos menstrues, si vous avez des rapports sexuels avec un garçon, vous allez tomber enceinte. Il faut éviter des choses telles que si tu es avec le garçon, attention, jouer avec les garçons, jouer c'est faire quoi? Il faudra vraiment qu'on leur dise pour garantir leur bonne santé sexuelle et reproductive. Il faut qu'on leur dise, ici il ne faut pas toucher, là-bas il ne faut pas toucher. Mais c'est dire, quand vous avez des rapports sexuels, attention, vous allez tomber enceinte. Des rapports sexuels non protégés. Rapports sexuels. Il faut se limiter seulement à... Ce qui est vrai, c'est que quand vous avez des adolescents, il faut leur dire de ne pas utiliser le sexe. C'est dire quoi je voulais dire, pas avoir des rapports sexuels. Mais s'ils ne savent pas se contenir, je pense alors qu'on leur parlera des méthodes contraceptives. Donc l'idéal, c'est d'éviter de rapports sexuels précoces. Hein, oui. Ça. Franchement, c'est ça. C'est ça l'idéal. Il faut éviter des rapports sexuels précoces, attendre qu'on soit marié pour avoir des rapports sexuels. Oui. Madame la journaliste, je voulais rebondir sur le droit à l'information. Bien souvent, quand nous célébrons la femme, même pendant tout un mois, nous avons tendance à nous apaisantir sur les autres droits.
j'ai l'égalité des sexes, vote, droit au vote, etc. Ce n'est élevé. pas mal. Ce sont des sujets qui ne sont pas à importants négliger. aussi, qui ne sont pas à négliger. Mais moi, je pense que le droit à l'information pour la femme, c'est quelque chose de capital. Et à quelle information? Premièrement, une information vraie et une information complète. Parce que, comme Dr Esther venait de le dire, quand vous n'appelez pas les chats par son nom, c'est un souci. Vous laissez des zones d'ombre dans votre communication avec une personne nécessiteuse. Mais figurez-vous que vous le vouliez ou non, avec l'évolution ou sans évolution de la technologie, parce que même nous qui avions vécu avant cet âge de la technologie, nous cherchions l'information d'une manière ou d'une autre. Et vous ne savez pas sur quelle information on va tomber dessus et comment on va en faire usage. C'est même là vraiment les dangers. Cette femme devait vraiment se mettre à la recherche de l'information, utiliser tous les canaux possibles qui peuvent l'alimenter en vraie information et en information complète pour la permettre de bien gérer tout, pas seulement la santé sexuelle et reproductive, mais tout ce qui va avec sa vie de femme. Aujourd'hui, nous pouvons le trouver à tout le niveau. Et donc, il est important de promouvoir la communication. Ici, il n'y a pas que l'information avec l'avènement du NTIC, quoique la thématique a vraiment ciblé ça, mais parce qu'on a constaté effectivement que c'est un canal par lequel beaucoup peut passer en très peu de temps et atteindre une masse critique de gens au même moment. Mais cette communication-là ne doit pas nous quitter de vue. Cette communication qui commence dans la famille, entre mère et fille, entre père et fille. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu as vu? Pourquoi tu ne dois pas faire ça? Ça commence déjà, nous, on nous a appris à une femme se lave comme ceci. On était des fillettes quand on nous apprenait et tout ça. Toi, tu te laves comme un homme. On nous disait même ça. Tu te laves comme un garçon. Ça veut dire qu'on insiste sur certaines, peut-être, zones où on se dit, quand elle sera adulte, elle va acquérir l'habitude de le faire. Donc, ça commence de le bas âge. Et ensuite, l'école complète avec l'éducation à la vie, etc. Et c'est comme ça qu'on essaye de gérer cette femme avec des informations adaptées à chaque phase de son parcours. Je pense que si chacun de nous, chacune des femmes, chacun de membres de la famille, etc., il n'y a pas que des femmes pour parler à leur père, je pense que les hommes aussi peuvent parler et tout, mais si chaque personne jouait ce rôle de bien communiquer, ça nous épargnerait de beaucoup de surprises désagréables que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui. Et quel genre, c'est vrai, vous avez effleuré le genre d'information qu'une adolescente doit... Il s'agit seulement de... puisqu'on parle de femmes donneuses de vie, une adolescence, les genres d'informations qu'elle doit savoir. Par exemple, comment éviter une grossesse, comment éviter les infections sexuellement transmissibles. Quel genre d'information, vraiment, c'est important pour une jeune fille? Déjà, pour l'adolescente, on lui dit, le grand message en santé de la reproduction, c'est de retarder le plus loin possible le premier rapport sexuel. Pour celles qui n'ont pas encore des rapports sexuels. Pour celles qui ont déjà eu des rapports sexuels, on leur demande de ne pas utiliser abusivement leur sexe. Mais retarder... oui, retarder justement pour éviter justement de tomber enceinte, généralement sans des grossesses non désirées, parce qu'elle est en train encore d'évoluer, elle est dans la croissance, ça c'est par rapport au fonctionnement de l'organisme, mais généralement dans le monde d'aujourd'hui, elle est sûrement en train d'étudier et ça brise quelque part sa scolarité, elle arrête les études pour un temps et tout ça, vous voyez, ça impacte sur son avenir, sur cette femme que nous voulons voir devenir. Alors, c'est pourquoi on a besoin de leur donner ces informations. Les jeunes doivent retarder au plus longtemps possible leur premier rapport sexuel. Celles qui ont déjà commencé, on éveille la conscience, qu'elles voient qu'elle doit faire. Si elle tient à le continuer, comment elle doit le faire, mais présenter aussi les risques. Parce que, bien sûr, vous pouvez avoir des rapports sexuels. Et après, est-ce que votre conscience est tranquille? Et il y a des risques d'infection
à part seulement la grossesse, parce que la grossesse, vous aurez quand même un enfant, c'est une vie. Mais il y a des infections qui peuvent compromettre votre avenir, même votre future progéniture. Et puis un enfant, c'est beaucoup de responsabilités. Voilà. Et comment on a vu des fois où c'est une fille qui accompagne un enfant malade et tous, on se demande s'il faut les mettre en pédiatrie, si elle-même aussi tombe malade. Donc, vous voyez, c'est un peu de tout ça dont on doit tenir compte. Alors, on évite, quand on est encore très jeune, on évite au maximum de relations sexuelles qui pourraient amener à une grossesse non désirée, etc. Mais quand vous êtes déjà sexuellement active, comme vous avez dit, il faut également des services pour se protéger, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des services disponibles pour les femmes qui ont besoin de se protéger, les jeunes, oui, voilà, qui ont besoin de prévenir en fait des grossesses non désirées? Vraiment, je m'adresse au public, hein. Là, chaque fois, partout vous verrez, ça c'est les jeunes filles, les femmes, même tous ceux qui entourent ces jeunes dans la communauté, partout où vous verrez service de planification familiale disponible ici. Généralement, il y a un triangle rouge avec un dessin d'un homme, une femme avec un enfant. Ça, c'est pour vous dire qu'il y a le service, l'offre de services de planification familiale. Donc, place Nyonso, centre de santé Nyonso, au Bokomona, tracé. Triangle, il y a rouge, moi, dessin à famille, papa, maman, na moana. Et l'inkoloba place wana, bazopé ça service, il y a planification familiale. Et koloba service, il y a planification familiale, il y a beaucoup là-dedans. Il y a l'information, information. Donc, comme on dit dans sa définition, elle dit un peu de tout. Hein. La planification, c'est l'ensemble de techniques, des méthodes, des informations qu'on met à la disposition des individus ou de couples pour qu'ils puissent décider du moment où il veut avoir des enfants, de l'intervalle entre les enfants, de la limitation s'il ne veut plus avoir des enfants. Donc, on ne part pas rien que pour avoir seulement la méthode. Planification familiale, il va relobater que OK. Justement, même l'information, vous pouvez l'avoir. Même aussi celle qui veut avoir des enfants. Parce qu'on n'est pas là pour seulement que babo tate, mais à la longue, dans l'évolution de la femme, il y a un moment où elle aurait besoin d'avoir des enfants. Au moment où elle en a besoin, elle peut toujours contacter les services et elle peut avoir ces informations. Je retourne un peu légèrement en arrière pour dire cette femme, cette adolescente, etc., et la femme adulte ne doit pas seulement être limitée aux informations de planification familiale et tu deviendras mère, etc. Parce que la maîtrise de son cycle menstruel reste une base. C'est le premier grand changement physiologique qui intervient dans la vie de cette peut-être fille ou cette adolescente qui est en train de devenir fille et puis adulte et puis mère plus tard. Si on rate cette étape-là, c'est un problème. Et je veux vous dire que dans la vie quotidienne, et même la mienne propre, quand je comprends les choses, j'adhère facilement. Quand je ne les comprends pas, je le fais pour les autres, c'est plus difficile à faire. Je ne fais pas parce que maman a dit non. Je ne fais pas parce que papa a dit non. Mais je ne connais pas les raisons qui ont poussé maman et papa à me dire non à ça. Si on s'assied avec ces jeunes filles-là, on leur dit voici le cycle. Vous savez pourquoi on vous interdit. Voici il y a telle période, telle autre. Et vous savez quoi? Si vous tombez enceinte à cet âge, vous êtes dépendant et voici votre organisme peut courir ce risque-ci après et tout ça. Vous pourriez avoir une fistule, vous pourriez et tout, et vos études vont s'arrêter. Qu'est-ce que vous allez devenir le lendemain et tout. Cette façon de communiquer va attirer plus d'attention et ça va faciliter l'adhésion de la personne parce que ça engage toute sa vie. Parce qu'elle comprend le bien fondé. Les conséquences, ce sont des conséquences qui peuvent me suivre jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Et puis il se dit, ok. Mais là, nous sommes dans les pesanteurs, nous sommes dans les tabous que nous avons grandi avec. Nous sommes dans la coutume, nous sommes dans, on ne peut pas parler de ça, on ne peut pas dire ceci, on ne peut pas dire ceci. Alors que les réseaux sociaux ont ouvert la brèche à tout ça. Donc, je ne lui dis pas ce que je ne lui dis pas là. Elle connaît même plus que moi.
par d'autres voies, mais elle le connaît comment? Est-ce que c'est la vraie façon de connaître qu'elle a comme information? Et les jeunes filles parlent entre elles. Elle sera tentée, évidemment. Je le connais par l'ami, par la voisine, par les réseaux sociaux, etc. Ben, je peux essayer sans elle. Elle me dit seulement non. Mais l'autre m'a dit que c'est très bon, je peux y aller. Et vous vous retrouvez dans l'embuscade comme ça. Une fois de plus, la communication efficace reste une clé, vraiment une clé pour le développement de la femme en général, mais pour la gestion, une bonne gestion de la santé sexuelle et reproductive de la femme et de la jeune fille. Coup de chapeau à Breakthrough Action parce que il a choisi un domaine peu exploité, mais qui se révèle les détonateurs qui peuvent beaucoup changer dans la vie de sexuelle et reproductive. Je voulais ainsi parler de l'information ciblée. J'ai moi-même rencontré des barrières parce que dans mon parcours, j'ai beaucoup sensibilisé des adolescents, des jeunes filles, etc. dans les cadres de l'encadrement au Parlement d'enfants. J'avais des jeunes et tout. Mais je me rappelle qu'une fois, je suis allée parler santé sexuelle et reproductive dans une église. Le pasteur et toutes les mamans de l'église m'ont refusé, disent vous nous emmenez comment le culte de la planification familiale, alors qu'ici à l'église nous sommes censés parler abstinence et autre chose, vous encourager les enfants au rapport sexuel plutôt, etc. Et donc quand on ne sait pas cibler l'information, les lieux et qui est en face de moi, c'est aussi un problème. Il fallait faire tout pour équilibrer l'information. Parce que une grande question que j'ai posée au pasteur et à toutes les mamans de l'église, j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas de filles mères dans cette église? Non, il y en a. Est-ce qu'il n'y en a pas qui sont tombées enceintes pendant la période où je suis venue solliciter cette sensibilisation? Doit-on se valer la face ou on doit redresser le visage et se dire, regardons la réalité en face de nous? Je suis vraiment partie avec eux de manière structurée comme ça avec des questions. J'ai dit, ce n'est pas pour encourager les enfants. À ceux qui s'abstiennent, nous allons vraiment encourager. Parce que là, c'est le risque zéro, quoi. Tu peux ne pas tomber enceinte, c'est vrai, mais il y a toutes ces maladies. Il y a le VIH, il y a le ZST qui peuvent compromettre ton avenir. Ça sera une information équilibrée pour les deux cibles qui se retrouvent à l'église, que vous le vouliez ou non. À l'église, nous trouvons des adolescents, des jeunes filles sexuellement actives mais qui ne sont pas mariées. Et donc, nous devons cibler. On se voile parfois la face, on refuse des informations qui sont capitales alors que les besoins sont là, n'est-ce pas? Et donc il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'adolescence, par rapport aux informations à donner aux adolescents. Mais comme on veut parler de tout le parcours en fait de la femme, je pense qu'on ne va pas rester là. Il y a tellement de choses à dire, on va évoluer un peu. Et voilà, on arrive à un certain niveau, disons à une certaine phase de la vie. On se marie ou non, mais on décide d'avoir des enfants. Okay, parce que y a des femmes, je pense, qui ont décidé d'avoir des enfants sans se marier. Parce que je pense que l'information, c'est que quand on décide d'avoir des enfants, ça doit être par choix, n'est-ce pas, et non par hasard. Alors, on décide d'avoir des enfants, et donc là également, ça commence un autre cycle et des interventions appropriées. Oui. On passe cette phase d'adolescence. Maintenant, on décide, marié ou pas, on décide d'avoir des enfants. Notre santé sexuelle et reproductive doit toujours être garantie. Quand la femme tombe enceinte, maintenant, elle n'est plus seule, ils sont 2 ou 3, on ne sait pas, la grossesse peut être gemellaire. Elle doit protéger sa propre santé et la santé de la personne qu'elle porte en elle. Et pour cela, nous avons des services bien organisés. Les services de consultation prénatale. Encore une fois, il faut que l'information soit donnée. Parce qu'il y en a qui tombent enceintes par manque d'information. Elle doit garder sa grossesse à la maison. Elle dit, bon, je suis tombée enceinte, je finirai par accoucher. Mais il y a beaucoup de risques. Comme on dit, nous, avec le programme de santé de la reproduction, nous devons minimiser le risque pour dire, pas de risque, il n'y a pas de risque zéro. Il faut accompagner cette femme. D'abord, lui donner l'information. Donner l'information à son entourage, en commençant par son partenaire, sa famille et la société. Lui dire que quand tu es enceinte, il faut avoir au moins 4 consultations prénatales.
tu dois aller... Pendant toute la durée de la grossesse. Pour toute la durée de la grossesse, minimum 4 consultations prénatales. Et aussi, faudra-t-il que la première consultation s'efface lors du premier trimestre de la grossesse, avant que la grossesse n'atteigne 4 mois. Elle doit aller, parce qu'il y a des interventions. La première des choses, quand elle sera en contact avec le prestataire, on doit lui dire, voilà, tu es enceinte, tu ne peux pas toucher à n'importe quel médicament. Vous savez, actuellement, nous avons beaucoup d'enfants, on les appelle parfois les bitangasoy, il y a des autres qui naissent avec des malformations, parce qu'on a eu à utiliser les médicaments qui ont des effets tératogènes, qui font que le développement de l'enfant ne se passe pas normalement. Au premier trimestre de la grossesse, il y a des molécules auxquelles on ne peut pas toucher. Quand la femme va, on lui dira, tu es malade, il faut venir au centre de santé. Elle ne peut pas aller prendre des médicaments n'importe comment parce qu'elle est informée. Elle arrive en consultation, on lui dira, pendant la grossesse, même si tu es en bonne santé apparente, ton taux de sang, le taux d'hémoglobine doit être bas parce que ton sang, tu le partages avec la personne que tu es en train de former dans ton ventre, dans ton utérus. Il y a des interventions telles qu'on commence à te donner le fer folate. Donc, c'est pour te donner le complément pour que tu augmentes le sang. Parce que quand tu iras accoucher, tu perdras le sang. Pendant la grossesse, toujours. Et tout ça, c'est sous surveillance. On surveille le taux du sang, etc. Oui. On te dira, tu es femme enceinte, tu es exposée, tu dois avoir la moustiquaire imprégnée d'insecticide. Tu dois dormir. Quand elle n'a pas d'information, elle se dira, je suis enceinte, je dois dormir. Moi, je ne supporte pas la chaleur, même si je ne suis pas sous moustiquaire. Mais non. Pour son intérêt, l'intérêt de son fœtus, elle doit dormir obligatoirement sous moustiquaire pour éviter le paludisme. Le paludisme fait qu'une femme enceinte soit fasse des avortements, soit des fausses couches, soit des enfants avec faible poids de naissance. Ce qui fait que ça te met dans des conditions telles que tu commences à dépenser de l'argent et tout et tout. Et tu commences même à croire que tu es maudite ou bien il y a la sorcellerie dans la famille. Alors que les sorciers sont calmes dans leur coin. C'est toi-même par manque d'information, tu t'exposes. On dira à la femme enceinte, voilà, parce que tu portes la grossesse, tu dois suivre ton calendrier vaccinal. On doit te donner le vaccin contre le tétanos. Comme ça, si jamais l'enfant venait au monde, et toi et l'enfant, vous êtes protégés, vous ne pouvez pas faire le tétanos. Quand la femme vient toujours en consultation, on va lui dire, voilà, on doit te déparasiter. Il faut éviter les vers intestinaux. Parce qu'avec ces vers intestinaux, si tu les as, tu risques de donner naissance à un enfant de faible poids de naissance. Il y a beaucoup d'interventions pendant que la femme est enceinte. Ces interventions sont différentes de celles offertes à une adolescente qui n'est pas enceinte. On passe cette étape de vie, elle viendra pour accoucher. Mais excusez-moi, on va y arriver, c'est tellement intéressant. La femme enceinte qui reçoit toutes ces informations-là. Et il y a aussi, n'est-ce pas, des informations nutritionnelles qu'elle reçoit. Non, une femme enceinte, nous avons comment dire, nos mamans du quartier qui ont aussi l'habitude de nous donner beaucoup d'informations. Tu sais, quand tu es enceinte, tu vas consulter une grande sœur du quartier, une maman du quartier qui vous donne aussi des informations et tout ça, qui nous disent par exemple que tu vois, quand tu es enceinte là, il faut manger pour 2. Est-ce que quand on est enceinte, on mange pour 2 ou on mange pour soi et puis... Justement, Madame Bibiche, quand on est enceinte, on doit avoir un repas supplémentaire. Donc, on mange pour 2 ou pour 3. Parce que tu peux apporter une grossesse qui va donner des jumeaux ou des triplés. Donc, mais est-ce qu'on n'entre pas dans l'excès justement et puis arriver à l'obésité? Moi, j'ai été plusieurs fois, j'ai été enceinte à 3, enfin, j'ai eu 3 accouchements et... je sais qu'on surveillait mon poids, par exemple, du début de la consultation jusqu'à l'accouchement et le médecin me disait, voilà, il y a un seuil à ne pas dépasser pendant qu'on est grosse. Alors, trop manger pour beaucoup de... Justement, oui. il faut nuancer entre trop manger, beaucoup manger et manger équilibré. Ok. Il faut vraiment nuancer. C'est dans la composition.
Il est vrai que même en quantité, ça peut augmenter, parce que c'est un deuxième changement physiologique important que connaît l'organisme de la femme. Après le règle, c'est la grossesse. La grossesse diminue physiologiquement, donc pour dire normalement votre immunité. Ça, c'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Vous êtes enceinte, vous devenez vulnérable, femme vulnérable, parce que votre seuil d'immunité diminue. Pourquoi le Seigneur a fait ça? C'est pour que vous puissiez supporter ce contenu qui est en vous, que vous ne les considériez pas comme un adversaire et que votre système immunitaire combatte cet être qui est en vous. Une façon de nous rendre responsables. Voilà. Expressement, Dieu diminue l'immunité de la femme pour que certaines réactions physiologiques ne compromettent pas l'évolution de la grossesse. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est que vous portez une autre vie en vous. Et ça va vous demander plus que ce que vous avez toujours eu normalement. Eh bien, figurez-vous que quand vous ne mangez pas, lui, il mange, il est plein. Ne vous en faites pas. Vous pouvez ne pas manger, ce n'est pas seulement cet apport-là. Il va aller sucer dans vos réserves. Il va s'alimenter dans vos réserves. Et vous vous épuisez davantage. Okay. Ça veut dire que vous mangez pour vous et pour vos réserves. Pour qu'il n'en manque pas, qu'il ne soit pas en perte, mais pour que vous teniez aussi dans votre condition de fragilité. Okay. Et donc, vous devez savoir quelle quantité je mange et qu'est-ce que je dois manger pour être équilibré. Je peux manger un gros foufou comme ça, mais ça ne me suffit pas. Est-ce que dans le foufou, je trouve tous les éléments nutritionnels qu'il me faut pour construire mon corps et construire à la fois le corps du fœtus qui est en moi. Et donc, par rapport à l'alimentation, parlons plus équilibré. Il est vrai que même en termes de quantité, ça peut bouger parce qu'on a des envies, etc. Mais parlons de cet âge. Mais par rapport aux autres interventions, je pense qu'avec l'intervention de Dr Esther, nous comprenons que le CPN, ce n'est pas seulement m'acheter un nouveau pagne et puis aller m'asseoir, chanter et danser, acheter tout le boudin qui passe au coin. C'est vraiment et puis on s'assied. C'est moment où on vous prépare des moments d'information capitale pour soi et pour la vie qu'on va donner jusqu'à la fin. Et à chaque CPN, il y a des informations spécifiques, des interventions spécifiques. Quand vous ratez une CPN, c'est un problème. Beaucoup, les mamans disent d'ailleurs on a quelques kilos parce que à un moment on a réduit le CPN na kilo. Donc na quelques kilos, ça veut dire que na quelques kaka ba pesenga et tout ça. Na yembi nzembo. Voilà. Et puis bazwinga ba tension. Et si déjà c'est na de bakisi na routine. bango ya mwindu wana na supportara ndenge ba pesaranga na melaka et tout ça. Parce que là, il y a aussi un problème dans la communication du prestataire. Docteur. Le prestataire. Docteur, c'est ça justement. Alors vous êtes le programme national de la santé de la reproduction. Est-ce que vous vous assurez que partout où les femmes vont, parce qu'elles ont besoin de ces informations, partout où elles vont, elles ont ces informations? C'est dans vos responsabilités, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est dans nos responsabilités d'organiser des formations en CPN recentrées, en CPN avec une CPN de qualité, quoi, où vous avez toutes ces informations que Dr Esther vient de nous donner. Mais nous insistons aussi sur le fait que le prestataire doit savoir communiquer. Le prestataire doit donner toutes les informations possibles. Ce n'est pas seulement pour les 1000 francs qu'on va donner parce que je vais acheter les boudins, je vais mettre mes 5 glaces là-bas à côté, ils vont prendre, etc. Mais le prestataire doit se focaliser à faire passer, oui, à administrer toutes les interventions, comme l'a dit Dr Esther, mais aussi à faire passer les messages sur l'importance de la CPN. Mais de la bonne manière aussi, hein, parce que évidemment, parfois on a affaire aux prestataires qui ont je sais pas, des humeurs qu'ils viennent déverser sur les femmes enceintes et ça décourage, non? Franchement, Madame Bibiche. Quand nous renforçons en capacité, nous prenons 3 volets. Quand nous formons les prestataires, nous leur disons que vous n'êtes pas... On ne veut pas que vous puissiez acquérir seulement des compétences. Ça veut dire naye na tubio tonga, naye na pesio bonon. Le savoir-être, c'est un volet très capital qui peut faire que nous puissions fidéliser cette femme enceinte, même dans notre structure, ou bien que nous puissions
comment susciter un autre sentiment négatif et s'est dit bon ou bien pour tel prestataire n'a changé hôpital toutes ces informations lors de nos formations nous en tenons compte pour communiquer aux prestataires. Voilà. Pour enchérir aussi, c'est que Madame le directeur adjoint vient de dire. Justement, on a constaté ces abus de considération de cette personne humaine qui vient et qui est déjà un peu fragilisée, fatiguée avec sa grossesse. Et il y a une intervention dont on a parlé, c'est les soins de maternité respectueux qu'on est en train de promouvoir en renforçant les capacités. Quand on dit renforcer les capacités, c'est les formations, en formant de plus en plus les sages-femmes qui accompagnent généralement ces femmes enceintes qui viennent, on dit la kilo, bien justement, Bazoya, la kilo, et il y a beaucoup d'autres éléments. Et on parle de la maternité respectueuse. Je pense que quand vous entendez déjà le mot, vous êtes en train de comprendre qu'on veut considérer cette personne qui vient comme un être humain, lui parler respectueusement, avec beaucoup d'attention, égard, protéger son intimité. Et la mettre en confiance. Voilà, la mettre en confiance. Avoir une grossesse, parfois ça stresse aussi. On a une voisine qui était enceinte, elle est morte en donnant la vie et tout, ou alors la grossesse n'a pas évolué correctement. On est aussi stressé, on craint parfois que sa grossesse n'évolue pas et tout ça. Donc il faut vraiment mettre en confiance. Même la grossesse elle-même, elle change un peu les humeurs. Ça change les humeurs. Alors, on va aller vraiment rapidement. Je suis vraiment désolée qu'on n'ait pas suffisamment de temps pour aller puiser, mais je pense qu'avec vous, on pourra revenir pour aborder chaque aspect. On va aller maintenant dans la dernière, peut-être, bon, ça sera pas certainement la dernière, mais après... l'accouchement. Oui, maintenant, l'accouchement, n'est-ce pas? Okay. L'accouchement doit se faire également... réduire le risque dans l'accouchement. Justement, madame, à chaque étape, nous devons nous organiser pour contribuer à l'amélioration de la qualité des services qu'on offre aux femmes pour garantir leur bonne vie. Oui. Bon, c'est vrai, vous dites qu'on n'a pas assez de temps, mais il faut qu'on sache aussi que quand nous parlons de ces peines, les consultations prénatales sont très importantes parce qu'on sensibilise, on informe la femme aussi des facteurs de danger. Oui. Qu'elle sache que si j'ai telle ou telle autre chose, voilà comment je dois me présenter. Par exemple, des maux de tête très violents, des œdèmes des pieds, gonflement des pieds, tension élevée, c'est un signe de danger, ça peut être une prééclampsie. Ok, donc quand on remarque quelque chose d'anormal, d'inhabituel... Allez, c'est pourquoi on dit au minimum 4 consultations prénatales, mais vous pouvez en faire même 12, selon les problèmes. Voilà, après, elle a fini avec la grossesse, va se solder par un accouchement. Quand elle va encore pour accoucher, il ne faut pas qu'elle accouche n'importe où. Il faut que son accouchement soit dirigé par un personnel qualifié. Quelqu'un qui sait que quand la femme vient de mettre au monde, s'il y a hémorragie, voilà comment je dois me comporter pour lui sauver la vie. Et là, il y a une grande intervention telle que la GAT par la gestion active de la 3e phase d'accouchement. C'est une grande intervention. Quand la femme accouche, elle était déjà informée lors des consultations prénatales, il y a une injection de cytocine qu'on doit lui donner pour minimiser l'hémorragie du post-partum. Parce que beaucoup de femmes meurent quand ils perdent beaucoup de sang. Alors pour éviter cela, on doit dire à la femme, voilà, tu dois accoucher dans la structure où le personnel est formé et informé pour pouvoir pratiquer cet acte. Et là encore, il y a beaucoup de choses. Et là, voilà, quand tu vas accoucher, il faut que l'enfant soit protégé. Ce n'est pas seulement la femme. Elle était seule, ils sont 2. Quand l'enfant vient, il y a des soins essentiels qu'on doit administrer au nouveau-né. L'allaitement maternel précoce, on doit placer l'enfant aussitôt sorti. L'enfant doit être placé au sein dans l'heure qui suit l'accouchement. Ça doit vraiment renforcer les liens entre mère et enfant, l'affection et tout. Et il faut que la femme sache que quand je mets au monde, le premier là qui sort là, il est un peu jaunâtre. Il y en a, non, c'est vraiment... C'est le premier vaccin, il ne faut pas jeter, il faut donner. Alors, vraiment, on a beaucoup de choses à dire, malheureusement. C'est le temps qui manque. C'est vrai, il faut qu'on dise. Post-partum, c'est après l'accouchement. Et l'accoucher. Et il y a aussi des interventions par rapport à ça. Il y a des interventions par rapport à ça. D'accord. Et l'accoucher, on a fait la GATSPA. Après, il faut qu'en post-partum,
qu'on administre des soins et à la mère et à son enfant. Il y a postpartum immédiat. Donc, dans les premières 6 heures qui ont suivi l'accouchement, les interventions doivent surveiller bien la femme. Parce qu'il y a beaucoup de femmes meurent après avoir donné naissance. Elle a bien accouché, mais après elle meurt. On revient 3 heures après, elle baigne dans son sang et elle est partie. Ok, donc il faut surveiller. Dans les 6 heures, surveillance intensifiée. Dans les 6 jours qui suivent, il y a ce qu'on doit suivre. Et puis, il y a 6 semaines, jusqu'à 42 jours, la femme doit être bien suivie. Et voilà. En tout cas, selon votre disponibilité, je pense qu'on pourra revenir sur ce sujet et prendre vraiment chaque étape, parce que chaque étape doit constituer en fait toute une émission. Il y a tellement des informations à donner à la femme. Mais revenons pour terminer quand même à notre thème, n'est-ce pas, de l'année, pour faire quand même le lien avec le thème qui a été choisi pour célébrer la journée internationale de la femme cette année 2023. C'est un thème qui est lié au digital, n'est-ce pas, qui met quand même un accent sur le digital, sur le numérique, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, on va dire, bon, le digital, ce n'est pas pour toutes les femmes. On a des mamans qui mettent au monde au village, elles n'ont pas peut-être d'Android, il n'y a pas d'Internet et tout ça. Bon, ok, mais pour celles qui ont quand même accès à l'Internet, est-ce que, en peu de mots, vraiment, on est en train de terminer, est-ce que l'Internet a son rôle aujourd'hui dans l'accès de femmes aux droits de santé sexuelle et reproductive? Oui, merci beaucoup. L'Internet ou la digitalisation de manière générale a un rôle vraiment capital. Dans le temps, c'était vous mettez la lettre à la poste et puis la poste, un mois après, ça va arriver là-bas, etc. Ça raccourcit le temps d'information. Je peux être dans ma chambre et puis je suis en contact avec le monde entier en très peu de temps. Et c'est plusieurs personnes au même moment. Cette émission peut être suivie par 2 milliers de gens en un moment, etc. Mais je ne suis pas obligée forcément d'avoir la télévision chez moi. J'ai mon téléphone, ça me suffit, etc. Oui. Nous plaidons pour une couverture totale en Internet et tout ça. Si la fibre optique peut couvrir tout le pays, ça permettrait à toutes les populations d'accéder rapidement à l'information et la vraie information. Mais il y a des sites spécialisés, il y a des sites spécifiques. Parce que maintenant, la femme est réduite au TikTok. La femme est réduite au YouTube. Et c'est vrai, sur TikTok, sur YouTube, il y a aussi des choses, il y a aussi des séquences importantes. Hein. Moi, mes enfants font des mathématiques, etc. Mais il faut chercher, voilà. La femme doit avoir cette soif-là de chercher ce qui va lui permettre de s'épanouir, de s'affirmer, de connaître ce droit, de les revendiquer, de les exercer et de le vivre. C'est ça le besoin que nous sommes en train de rechercher au travers de l'utilisation de ce recours à la digitalisation. Et évidemment, la femme ne le fait pas sans l'homme. Ça dépend de quelle femme par rapport à toutes les phases de vie qu'on a parlé là. Et donc, difficile de parler autonomisation de la femme sans accès à cette digitalisation. Éducation, maintenant, il y a beaucoup de choses. Il y a même des cours en ligne. Il y a des cours en ligne, etc. Pendant la Covid, les enfants ont étudié en ligne sous d'autres cieux. Même les enfants de l'école primaire, il y avait un professeur, etc. Donc, il est vraiment important de pouvoir, pour ne pas dire maîtriser, c'est peut-être trop, chacun a son domaine de maîtrise, mais de s'intéresser à comment utiliser le numérique pour mon développement. Ça doit vraiment être un souci de la femme du 21e siècle. On va sur TikTok ou d'autres applications, on voit des millions de vues, mais parfois sur quelque chose qui n'est pas si intéressant que ça, et pourtant on peut mettre du temps pour bien utiliser le peu de mégas qu'on a, avoir une information capitale pour notre santé. Nous avons parlé de cette femme qui est donneuse de vie, mais en tant que femme donneuse de vie, elle a des droits liés à sa santé sexuelle et reproductive. Elle a tout un parcours à suivre dès sa naissance jusqu'à sa mort. En tant que donneuse de vie, elle a besoin d'informations, elle
elle a besoin des services et c'est de ça que nous avons parlé aujourd'hui avec nos invités, le docteur Alice Njoka, directeur adjoint du Programme national de la santé et de la reproduction. Docteur Esther Bonamundi, vous êtes également du Programme national de la santé et de la reproduction. Vous êtes dans la division maternité à moindre risque. Voilà pourquoi vous avez tellement d'informations sur la maternité. Et puis, docteur Alice Mboui, vous êtes de la division planification familiale et vous nous avez également beaucoup appris sur la planification familiale, les conseils à donner à la jeune fille et à la jeune femme. Merci à vous trois pour toutes ces informations. Et vraiment, comme je l'ai dit, j'espère que vous serez vraiment disponible pour qu'on nous revienne souvent pour donner aux femmes de la RDC toutes ces informations dont elles ont besoin. Je vous dis merci à vous également d'avoir prêté votre attention à cette émission. Et si vous avez des zones d'ombre, des préoccupations, des questions, il y a toujours un numéro qui est affiché au bas de vos écrans pour pouvoir passer vos messages et nous pourrons réagir dans la mesure du possible. Portez-vous bien chez vous. Au revoir.